J'ai aussi été Eva qui n'avait pas 200 francs en poche et qui mangeait dans une cafétéria en pleurs parce que j'arrivais pas à aller dans un restaurant. Bienvenue dans Coulisses, la conversation qui vous amène dans les réalités des meilleurs talents africains. Aujourd'hui, je reçois Eva Schmutz, que je considère comme étant la première influenceuse au Bénin. Sacrifice de soi, sacrifice de temps, sacrifice de financier. Eva Schmutz est à la tête aujourd'hui d'une entreprise dans la création de contenu, dans la gestion des communautés, dans l'échange de services et dans bien d'autres choses encore. On ne voit que le côté joli, on ne voit que l'aspect, elle est coquette, elle est toujours bien habillée. À 24 ans à peine, elle représente pour moi ce poème qui dit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Venez découvrir les coulisses d'Eva Schmutz. Eva, Ouais. la plupart des gens pensent qu'il suffit juste de prendre une caméra, de sourire à la caméra pour être créateur de contenu. Qu'est-ce que toi tu en dis? Je pense déjà qu'on ne décide, enfin pour ma part, on ne décide pas d'être créateur de contenu. Tu le fais parce que tu aimes le faire. Et c'est après que les gens te mettent l'étiquette créateur de contenu. Je me souviens, moi, au début, je filmais parce que j'avais envie de partager quelque chose. Et donc, je le faisais pour le faire. Et avec le temps maintenant, bah, tu apprends la méthode. Les gens t'indexent que ah, tu partages quelque chose. Donc là, tu te rends compte que, mais en fait, oui, je partage quelque chose et tu rentres maintenant dans la dynamique de la création de contenu. Genre, si déjà tu te lèves, tu dis je veux être créateur de contenu, c'est que tu le faisais peut-être avant sans vraiment te rendre compte que tu faisais de la création de contenu. Là, j'estime que oui, tu rentres dans la démarche d'être, tu vois, créateur de contenu. Pour moi. Oui, je peux comprendre. Sachant que toi, à la base, c'était pas vraiment créateur de contenu. Voilà. C'était plutôt journalisme, ensuite c'est devenu Exactement, photo. voilà, exactement. C'était même pas dans le but de faire tout ça aujourd'hui. À la base, je me rappelle, je voulais faire du journalisme, je voulais tout ce qui est média en fait, parler, créer, filmer. Donc j'ai fait ISMA. Donc en faisant ISMA, tu vois, en étant étudiante, en me faisant de nouveaux amis, c'est là que j'ai commencé avec mon téléphone un peu à partager mon quotidien et c'est de là que c'est venu en fait, juste comme ça, pas planifié du tout, tu vois. Ok. Aujourd'hui, ton business, parce que pas beaucoup de monde, bon, beaucoup de personnes ne le savent pas, Mhm. mais tu as un business structuré et une Mhm. équipe qui t'accompagne. Mhm. Est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est quoi aujourd'hui le business Schmutz? D'accord. Je vais plutôt l'appeler, enfin, c'est encore un gros mot. Je vais l'appeler le business hashtag parce que enfin, on va en revenir au fur, peut-être un peu après, ou bien le business schmutz, ok. C'est vraiment une équipe où il y a moi devant dans le sens où je fais de la contenu, je fais tout ce qui est créatif, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est montage. Derrière, maintenant, il y a le bulldog parce que je suis un tendre cœur, donc quand on parle de business, on parle de d'autres interactions, on parle de personnes intéressées par ce que tu proposes. Donc derrière, il y a Monsieur Christin qui est mon bulldog, donc c'est lui qui fait tout ce qui est démarche, c'est lui qui fait tout ce qui est rencontre client, c'est lui qui fait tout ce qui est contrat administratif, voilà, marchandage comme un business. Maintenant, il y a le troisième qui est celui qui fait la programmation. Donc c'est Adem Chou, on ne le voit pas, il n'est pas très présent. Donc, c'est lui qui fait tout ce qui est programme, ne pas mélanger les clients, ne pas mettre deux clients du même secteur dans la même semaine. À quelle heure on doit faire telle réunion, à quelle heure on doit avoir tel client, est-ce qu'il faut ma présence ou pas. Et maintenant, gérer notre emploi du temps à nous les trois, parce que nous les trois, on fait autre chose dans la vie. Et voilà, donc Adem, c'est l'organisateur de tout ça, en fait. C'est incroyable comment est-ce que tu as pu partir d'une jeune étudiante qui voulait juste partager ses déboires avec ses copines à une femme d'affaires, parce que c'est comme ça que je te considère. J'ai vu ton parcours et pour moi, tu es l'une des influenceuses les plus... Enfin, pour moi, tu es l'influenceuse du Bénin. Franchement, Si. je le dis, sachant que ça pourrait choquer des Ouais, c'est ça, personnes c'est qui se disent, ça. oui, moi j'ai plus de followers et tout. Pour moi, la qualité d'un influenceur n'est pas tellement dans la quantité de ses followers, mais c'est dans l'engagement. Et l'engagement, tu l'as. Et ça aussi, c'est une méthode que tu as pu construire. On va d'abord, en fait, avant de venir sur la méthode, parler de quelque chose qui dérange énormément, le terme influenceur. Parce que de la même manière, je suis capable aujourd'hui de te dire, pour moi, tu es l'influenceuse du Bénin. De la même manière, ça ne passe pas pour certaines personnes. T'as raison, parce que même moi, j'ai eu du mal. En fait, je n'accepte pas. Et je vais dire jusqu'à présent,
Même quand tu le dis, moi, ça me fait tic parce que mon but n'est pas d'influencer quelqu'un. J'aime bien rester juste dans le domaine créateur de contenu. Maintenant, ce que je fais de mon travail, tu décides toi-même de ce que tu as envie de faire. Si tu veux le faire, ça te regarde. Si tu as envie d'acheter, ça te regarde. Si tu as envie de ne rien faire, si tu n'aimes pas, ça te regarde. Mon but, c'est de proposer quelque chose. Je te lance ça sur ma plateforme, mon média à moi, parce que j'estime que c'est un échange. C'était mon but depuis le départ. Je fais quelque chose, je la poste, je mets sur la plateforme. Maintenant, le nombre qui vient avec, ça regarde exactement. C'est plus de mon affaire. Je fais de mon mieux pour créer quelque chose d'esthétiquement plaisant et de moralement acceptable pour tout le monde. Maintenant, ce qui en suit, c'est ce que je dis à tous les partenaires avec qui je travaille ou tous les clients en griffe. Ce qu'il en vient après, sincèrement, ça ne me regarde pas. Si c'est que tu fais de la vente, je suis très contente pour toi. Si c'est que tu fais une augmentation de tes statistiques de base, c'est très bien pour toi. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand tu fais ça et que tu mets vraiment du tien dans le travail que tu fais pour que tu crées du bon contenu, forcément, il y a un retour derrière. Mais je m'engage à ne pas me mettre ensemble avec ce retour-là, en fait. Si tu me contactes pour quelque chose, je te vends mon travail, je te vends mon équipe, je te vends mon temps, je te vends mon matériel et ma plateforme que je mets là. Le reste, tu gères avec ce que tu fais. C'est en fait, ça vient encore à autre chose où je dis à la base aux personnes qui viennent vers moi, si toi, ce que tu fais n'est pas bien, si ton programme, ta page, ton idéologie n'est pas bonne, ce que je fais va juste apporter un plus, mais ça va rester là. Donc, tu prends ça et tu travailles sur ça encore pour plus tard. Je ne sais pas si ça fait un peu du sens ce que je suis en train de dire. Ça a énormément de sens parce que, évidemment, beaucoup de marques ou encore de jeunes entreprises considèrent le fait d'engager un influenceur comme une activité de vente et donc vont déplacer leur objectif de vente sur tel ou tel influenceur. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, le terme influenceur, moi, me dérange parce que je ne suis pas là pour influencer quelqu'un. Si c'est que ça vient avec ce que je fais, ça rentre dans mes étiquettes, ça rentre dans un plus dans mes objectifs. Mais mon but n'est pas d'influencer. Mon but, c'est de créer du contenu. Mon but, c'est de te maintenir sur ma page, c'est de créer de l'engagement pour que tu aimes, tu manges ce que je consomme, mais tu ne manges pas, enfin, je sais pas. Ouais, J'essaie de voir les termes. Donc, ce terme-là, ça fait que, pour ma part, je ne l'accepte pas entièrement parce que je ne m'estime pas influenceur, je m'estime créatrice de contenu. Maintenant, on me colle l'étiquette influenceur et j'aime bien parce que ça fait que mon travail, ça marche. Ça t'influence d'une manière dans le sens où tu regardes, tu achètes ou tu suis la page que je te recommande et c'est super. Maintenant, faut voir avec l'avis des autres. Je pense que c'est un mélange aussi culturel où il y a l'ego du béninois, je vais dire ça comme ça, parce que ayant grandi ici, même moi je suis comme ça. Hein. C'est un travail sur moi, c'est un travail de personnalité où quand tu vois quelqu'un et tu connais la personne, tu viens vers la personne, tu dis, ah, toi je te suis et j'adore ce que tu fais. C'est pas tout le monde qui a l'instinct même de le faire. Donc les gens ont du mal à catégoriser quelqu'un dans le sens influenceur, c'est-à-dire il y a quelque chose que tu prends de moi en fait, tu prends une certaine, je suis fan de toi, je te suis. C'est difficile pour certaines personnes d'accepter cela déjà culturellement de base. Et de deux, il y a aussi le mélange de tout ce qu'on voit au dehors où quelqu'un prend juste son téléphone et fait quelque chose. Et donc, il y a aussi ce côté péjoratif là où il y a des gens qui partagent du sexe, des contenus phares pour attirer le regard. C'est pas forcément ça être influenceur, tu vois. On peut être influenceur et ne pas être créateur de contenu en tant que tel. On peut être influenceur et ne même pas être sur Instagram en tant que tel. Tu vois, il y a tellement de chapeaux à l'influenceur que du coup, c'est difficile aux gens de comprendre c'est quoi exactement, même pour moi. Tu sais, tu as employé le mot média et je trouve ça très intéressant parce que tu es, je pense, la première créatrice ou le premier créateur de contenu qui m'en parle, à savoir le média. Et ça a du sens parce que toi, ayant fait une école de journalisme, forcément, tu te retrouves dans un schéma où le plus important pour toi, c'est de pouvoir avoir une sorte d'espace où tu retiens les gens, d'accord? Mais d'où est-ce qu'est venue cette prise de conscience business? Parce que évidemment, ce que je veux comprendre ici, c'est à quel moment tu décides de te professionnaliser pour faire ça bien? Tu vois, moi, ça a commencé il y a
6 ans, j'ai fini ISMA il y a 7 ans. J'ai commencé en première année où j'agençais partage de tous les jours à ce qu'on m'apprenait à l'école. Et ça a vraiment commencé au moment où j'ai vu, mais tiens, il y a 3 personnes qui m'ont... Au début, c'était peut-être pas des choses... c'est pas de grandes choses, hein. On gagne pas de l'argent comme ça directement. Ça a pris des années. Ça m'a pris peut-être mon plus grand contrat a commencé peut-être 3, 4 ans après que j'ai commencé à partager des choses. Donc, ça a vraiment commencé au moment où je me suis dit, il faut que je négocie quelque chose en fait, parce que j'estime que ce que la personne me propose ne correspond pas à ce que je lui donne, ne me correspond pas au temps que j'investis dans ce que je fais, à la sueur que je mets dans ça. Donc non, le 20 000 que cette marque m'a proposé là, je suis pas à l'aise avec. Donc je vais peut-être proposer le double, voir si cette personne va accepter. Et c'est là que je me suis dit, mais ça commence à switcher dans autre chose là. Et c'est là que j'ai compris que voilà, j'avais fait que des échanges de services pendant un moment. J'avais des personnes qui venaient, ah mais tiens, tu vas dans cette cafétéria. Moi, je connais cette cafétéria, elle est meilleure. Je te conseille d'y aller. Je connais le proprio. Je te mets en contact avec le proprio. Tu peux demander d'aller tester. Tu dis ce que tu en penses. Ça faisait des échanges de services, des échanges de services pendant des années. Et après, on commence à me proposer, je veux que tu viennes vers moi. Bon, j'ai que 10 000 pour le déplacement. Tu acceptes? Je dis OK. Et voilà, là, ça commence à partir au moment où tu négocies. Tu te dis, ce qu'on me propose ne me correspond pas en fait. Et je veux plus. Là, ça devient un business. Là, tu te dis, voilà, je dois maintenant une grille tarifaire sur ça, ça, ça. Tu commences toi-même sans te rendre compte à sectionner, à sélectionner, à trier, tu vois, à proposer quelque chose de plus carré. Ok. Donc, tu sais, quand j'observe aussi les contenus que tu proposes, je me rends compte qu'il y a un style Eva. Il y a un style Eva qui est, enfin, si j'essaie d'imager un peu, c'est le tricycle, c'est la chambre avec les fleurs, le chat, c'est les déboires de tous les jours, ce sont les copines qui passent à la maison. Donc, en fait, tu proposes un contenu très lifestyle, très béninise, millennial. Voilà. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu, quand tu décides de créer un post, quel est le process derrière? Le process pour moi, c'est vraiment c'est la simplicité. Parce que j'ai horreur que quand on me voit au dehors, tu sais, il y a aussi le côté physique, métisse, elle a grandi dans un cercle déjà trop, elle est trop bien en fait. Elle est métisse, elle est trop bien. Son père est blanc, elle a quelqu'un qui est derrière. C'est peut-être pas forcément ça qui est dans la vraie vie. C'est ça, c'est de là que j'ai commencé parce que je me rappelle à ma première année d'université, mais c'est la haine. Moi, j'ai grandi dans un cercle très, je vais pas dire strict, mais j'ai dû me débrouiller beaucoup seule. Ce qui fait que j'ai dû m'acclimater à des conditions de vie très, 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 je vais pas dire très bas, mais très simple. C'est le mot. C'est simple. J'ai commencé avec un entrée couchée, non, même pas sanitaire. Première année d'université, c'est ça qui choquait les gens en fait. Je pense que en y réfléchissant, c'est le style de vie qui ne correspondait pas au physique de la personne. Mais qu'est-ce qu'une métisse fout dans une cafétéria à manger spaghetti 100 francs à minuit au lieu qu'elle a cours le lendemain? J'avais faim. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je finis à 23 heures mon interview avec je sais pas quoi. J'ai faim. Je mange dans une cafétéria. Je vais pas aller au Golden Tulip. Je peux pas. J'ai pas la possibilité d'aller au Golden Tulip. Donc, je ne reste que dans ce que j'ai la possibilité de faire. D'où le tricycle, d'où là où je vis, d'où là où je mange, d'où ce que je porte, c'est dans ma capacité financière. C'est dans ça je reste en fait. Et c'est dans ça j'essaie de mesurer mon contenu. Je ne vais pas te montrer que je vais manger dans un restaurant. C'est que si j'y vais, c'est que je peux. Et c'est normal. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai gardé ma création à moi. Dans la simplicité telle que j'ai grandi, pas dans l'attribution qu'on me donne en regardant mon physique. Je dirais que c'est simplement ça. Tu touches du doigt un point très important, à savoir déjà le colorisme chez nous au Bénin, qui est très réel. Ce colorisme-là, comme tu dis, qui attribue certaines qualités ou certaines vies à des personnes de teint clair comme toi. Le fait de te voir et de se dire, elle est blanche, pas qu'elle est béninoise. Pour moi, tu es une béninoise, 100% béninoise. Mais parce que tu es
blanche, on va dire que voilà, Je suis différente. que tu es différente. C'est le mot, je suis différente. Ouais. Oui, en fait, c'est ça. Moi, j'ai dû vivre avec ça toute ma vie parce que en vrai, j'ai pas des. C'est quoi être béninois en vrai? Tu sais, on se demande, mais être béninois, c'est certainement pas être très clair de peau, c'est pas avoir les traits fins, c'est pas avoir de petites lèvres, c'est pas avoir les cheveux. Donc, on m'a toujours traité de différente. En soi, j'ai grandi comme n'importe quel béninois dans Cotonou. Qui vient d'un milieu modeste en fait. J'ai grandi seule, mes parents étaient dans le nord, donc moi j'étais ici, mes parents sont très modestes, donc à un moment j'ai dû me débrouiller seule. Et en même temps c'est aussi dû à l'éducation que j'ai reçue. Tu travailles, tu te débrouilles, tu es indépendante, tu te bats, tu choisis pas la facilité. Mes parents sont très ouverts, donc on m'a déjà dit dès la base comment la vie en fait se passe, on m'a montré comment c'est que la vraie vie. Donc quand j'ai commencé l'université, moi j'étais seule, hein. Je travaillais, je faisais mes petits jobs, je faisais mes petits incomes, j'ai été serveuse, j'ai été caissière. Les gens savent pas ça en tant que tel, mais j'avais pas partagé ça parce que quand j'ai commencé l'université, j'ai arrêté et je faisais plus maintenant enfin, l'école, création de contenu, tout ça. Mais voilà, il y a le colorisme là, il y a le fait que on te dit tu es riche en fonction de ce quand on te regarde. Ça n'a jamais été le cas. Et j'ai essayé de le montrer, j'essaie de le montrer le plus possible. C'est pas en étant influenceur qu'on est riche, c'est pas en étant clair de peau qu'on est riche, c'est pas en étant une jolie fille qu'on est forcément ancré à faire des choses, parce que il y a aussi ce côté colorisme là, il y a aussi le fait que je suis une femme, que je suis jolie. Et le nombre de fois qu'on m'a dit, ouais, mais toi, tu as un gars derrière, tu as un ministre qui c'est pas normal. Je dis, mais non, je vais pas bosser 6 jours dans la semaine et un ministre. Si c'était le cas, crois-moi, je serais dans ma Benz. Moi, je serais dans un duplex. Je serais pas dans mon tricycle. Qu'est-ce que je crois? Donc, voilà, il y a ça. J'ai vécu avec ça toute ma vie et j'essaye de montrer que ce n'est pas ça la réalité des choses. Mon entrée couchée, mon nom sanitaire, je devais aller au dehors tranquille, je montrais ça, tout le monde voyait ça. Et avec le temps, on a pu voir d'où l'engagement sur ma page. Les gens qui me suivent, en tout cas la majorité des gens qui me suivent, ont fait 6 ans avec moi. Tu es là, tu étais avec moi, on se connaît, c'est pas aujourd'hui, donc tu m'as suivi il y a des années. On était comme ça. C'est vrai. Était comme ça. C'est vrai, le temps est passé. Le temps est passé. Donc, le temps est passé. Mais on fait du sport maintenant. Tu as vu, on commence. Le temps est passé et les gens ont passé ce temps-là avec moi. D'où vient mon engagement? D'où vient le fait que je suis reconnaissante tous les jours d'avoir une famille qui m'ont vu de mon entrée couchée, non plafonnée avec mes amis depuis 6 ans, 7 ans, jusqu'à mon appartement aujourd'hui où je suis. Et c'est ça que je partage au quotidien, en fait. C'est le fait d'être simple, d'être la personne qu'on est, tout simplement. Écoute, je vais toucher un sujet assez sensible. C'est le fait que pendant certain temps, tu étais modèle photo, mais tu n'as jamais pu devenir mannequin en raison de ta taille. Comment est-ce que tu as vécu cela ou comment est-ce que tu as pu utiliser les compétences que tu as développées en étant modèle photo dans ta création de contenu? En vrai, ça n'a jamais été à cause de ma taille, hein. Ah oui? Jamais. Jamais. J'ai commencé et je vais toujours le remercier pour ça avec Elvis. C'était mon premier petit amour, mon premier petit copain. Après le bac, c'était mon premier photographe. Donc, c'est lui qui m'a vraiment emmené dans le face caméra. Et voilà, on a fait des photos, on s'amusait, c'était de la passion, c'était avec amour, on a coupé, j'ai commencé mon université. La seule raison pour laquelle moi, j'ai pas continué, c'est parce que j'avais un goût puissant. J'avais un goût profond. Et après ça, j'ai dit, aucun photographe, c'est rare, mais aucun photographe ne va plus me prendre en photo professionnellement. Mais j'avais toujours l'amour de partager, me prendre en photo. Et j'ai juste développé ce côté personnel en faisant ça moi-même, des autoportraits avec mon téléphone. Mais en dehors de Elvis, il n'y avait que Harry et Marc Arthur. Et après, plus personne. J'ai plus fait de shoot comme je faisais avant en tant que tel. Sinon, ça n'avait aucun avoir. J'avais pas pour but d'être mannequin. C'était pas quelque chose que je faisais dans un style professionnel. C'était par amour, c'était par passion, par la personne avec qui j'étais. Mais dès que ça s'est arrêté, moi, mon goût a pris le dessus et non. Donc, tu es du genre, si tu fais quelque chose, il y a un gourmet qui t'affecte sur ça. Ah, ça m'affecte surtout, hein. J'arrête. Ah ouais? Oui. Ok. Tu as un cœur fragile? J'ai un cœur fragile. Oh là là. Ok, d'accord. Mais c'est plutôt intéressant d'observer que
Quand tu faisais ce travail avec Elvis de Dravo, tu as remporté l'Oscar de la mode en tant que modèle photo. Je pense que c'était en 2017. Je me rappelle plus, mais oui, c'était une fois. Et c'était vraiment par amour, en fait. C'était par amour pour lui, par amour pour découvrir quelque chose de nouveau, par amour pour... voilà, c'était vraiment simplement pour ça. J'avais pas pour objectif d'être mannequin photo professionnel. J'avais pas du tout cette idée-là dans la tête. Donc, j'ai pas suivi ce chemin-là. Ok. Parlons toujours de la méthode Eva. Quand je regarde toujours la structure de tes posts, tu racontes de petites histoires. Il y a toujours des petites histoires. Comment est-ce que tu as pu développer? Parce que c'est du travail d'écrire des histoires. Ce n'est pas même moi, parfois, j'ai envie de faire un post et je pense à tellement d'idées et je laisse tomber. Mais toi, tu es consistante. Alors, oui, tu sais, je vais jamais oublier, il y a aussi le fait que il y a le côté journaliste de formation qui prend un peu. Parce qu'on t'apprend, quand tu veux écrire quelque chose, on t'apprend à faire des tests. J'ai tellement écrit de tests que vraiment, on t'apprend à faire un test, on te dit l'information que tu veux mettre en abord passe en premier et les détails les moins importants passent en dernier parce que les gens, quand ils lisent, ils portent l'attention sur la première phrase. Et comment je commence, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui se passe pendant les photos, même si c'est banal. Même si, par exemple, si je dois faire un post sur ça aujourd'hui, on m'a contacté et on m'a dit de venir et je revenais du sport, j'ai mal, j'ai mes culs, j'ai même pas pu monter les escaliers, souvent on me transporte. C'est de là, en fait, je raconte juste comment les choses se passent au moment T et comment je me sens et de là se découle le texte, en fait. Je ne me force pas. Quand il n'y a pas d'inspiration, je te dis bonjour, je me suis réveillée, j'ai pas d'inspiration. Prends ça comme ça. Bonne journée. On passe à autre chose. Donc, même quand tu n'as pas d'inspiration. J'écris que j'ai pas d'inspiration. Je t'écris verbalement exactement comment je me sens au moment où je poste en fait la publication. Tu ne laisses pas le manque d'inspiration t'empêcher d'être consistante. Voilà. C'est normal, il n'y a pas d'inspiration. Tu partages, je n'ai pas d'inspiration. Je suis couchée sur mon lit depuis 2 heures. Je regarde mon écran me regarde. Tu me regardes aussi derrière ton post. C'est comme ça que ça s'est passé au moment où j'écris ce test. Ça te fait déjà 5 lignes de rien, mais ça te fait 5 lignes quand même. Et tu vas lire, tu vas rire, tu vas sourire, tu vas te dire, ah oui, ça m'arrive aussi. Et tu passes à autre chose. Quand tu regardes un peu la panoplie d'outils qui te permettent de créer du contenu, là, tu as ton téléphone qui est posé là comme ton outil de travail. J'ose même pas te demander quel est ton screen time. Moi-même. Ok. Mais voilà, tu as ton téléphone, tu as certainement un ring light. Qu'est-ce que tu as acquis au cours de ton parcours qui te permettent aujourd'hui de créer du contenu de qualité? Tout, presque. Il y a encore beaucoup de choses, mais j'ai commencé avec un iPhone 6S que j'ai gardé pendant 3 ans. Je suis passée ensuite sur un iPhone X et c'était juste ça. On est passé ensuite sur un iPhone 14 Pro Max. Là, j'ai pris ce téléphone-là avec lequel je suis depuis un petit moment. J'ai ensuite pris les lumières de base ring light qu'on vend un peu partout, d'où découlaient de mes premières collaborations parce que heureusement que j'ai eu des collaborations. C'était une ring light que j'avais commandée. C'est ça que j'ai utilisé. Après, on a juste augmenté plus de ring light, plus de lumière, plus de matériel. Je suis passée maintenant du téléphone pour ma création. Je n'utilise maintenant qu'une caméra, Sony, je sais pas, c'est caméra digitale, je sais pas. En tout cas, les grosses caméras qu'on voit chez les Harry, les consoles là. Moi, j'ai pris côté influenceur, donc les côtés les plus petits. Et voilà, j'ai vraiment au fur et à mesure, en fonction du besoin et en fonction du revenu que j'avais, essayé de prendre des choses qui me manquaient en fonction de mes besoins. J'avais besoin de lumière, j'avais besoin de plus de qualité d'image, donc caméra, lumière, trépied en fonction. J'ai créé mes fonds, j'ai fait chez le menuisier, des tissus. Donc, ça dépend vraiment du besoin et c'est comme ça au fur et à mesure que j'ai juste diversifié en fait mon matériel. Oui, parce que ce qui est assez, comment dire, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que tu as investi dans le matériel, mais pas pour le m'as-tu vu. Tu as investi dans un matériel toujours adapté à tes conditions de vie et à ton lifestyle. Exactement. Et tu as développé derrière une compétence en décoration que tu as ensuite monétisée. Exactement. Il faut que tu m'expliques comment ça s'est passé. C'est vraiment comme ça, de fil en aiguille. Hein. J'ai toujours été déjà de base dans la simplicité. J'adore les plantes. C'est quelque chose dans lequel j'ai grandi. Mon père est un grand amoureux de nature et de plantes et de bois.
très manuel. Donc moi, j'ai pris cela et en faisant ça, en incluant ça dans mon tous les jours parce que c'est ce qui me rappelait la maison et j'ai juste continué avec. Donc en faisant ça, j'ai remarqué que ça ouvre un autre aspect business. Il y a des gens qui étaient intéressés par ce style-là parce que ce style était trop considéré, c'est comment on dit le français là, précaire, calcaire. Quand c'est genre trop béninois, trop simple, trop africain, trop, c'est pour les blancs. Caïque? Caïque, c'est trop basique quoi. Comment tu peux juste prendre des palettes et faire ton lit en palette? Tu stockes des palettes sur le mur et ça te fait un tableau sur le mur. Les gens n'avaient pas cette idée que ça pouvait être artistique, ça pouvait être beau, esthétique. Donc en faisant ça, il y a aussi le côté influence. C'est pour ça que je dis, j'apprécie maintenant l'influence que ça permet d'ouvrir les yeux aux gens. Les plantes au bord de la route, les paniers, les balais, les bois, les trucs précaires. C'est quoi le mot? Il y a un mot là, j'arrive pas à... Les trucs de base, on dit, je vais faire quoi avec un tapis? Bon, on m'a toujours dit c'est grégaire, c'est l'expression grégaire. Je pense que c'est l'expression que, genre, c'est paysan, c'est trop, c'est pas chic. C'est pas, comment un truc que tu achètes à 1000 francs peut être chic? Mais justement, c'est ça, c'est simple. C'est dans la manière dont tu agences le truc, de la manière dont tu mets, ça rend beau. Et donc, les gens ont aimé ça, on m'a souvent, et c'est de là que, comme pour la création de contenu, sans même m'en rendre compte, on m'a toujours dit, est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai besoin de rendre un peu mon style un peu plus simple aussi. Et je dis, OK, pour ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et moi-même, mon temps, mon déplacement, mon effort, il me faut ça. Et c'est de là que, d'un autre côté, ce business a commencé par se développer, en fait, sans m'en rendre compte. Ok. Donc aujourd'hui, quand tu prends ton business, quelles sont tes sources de revenus? Alors, il y a la création de contenu de moi-même, de ma page, de mon média. Il y a la création de contenu pour les autres marques qui n'ont pas le temps de gérer leur page, qui ont besoin d'avis sur leur page, qui ont besoin de conseils de quelqu'un. Il y a l'organisation maintenant ou le coaching d'autres jeunes personnes qui ont envie d'aller dans ce terrain-là. Donc, de nouveaux créateurs de contenu, je vais dire. Maintenant, il y a aussi l'aspect Eva Green que j'aime appeler, donc l'aspect de plantes, l'aspect du bois, de palettes, voilà, réaménagement intérieur. Pour le moment, je pense que c'est ça. Je vais dire ça. Mais tu travailles aussi Voilà, à temps plein. à temps plein. Parle Oui. de ce travail. Et c'est venu de ma création de contenu, comme ça par hasard. J'ai rencontré lors d'une soirée, on m'a présenté deux propriétaires d'hôtels et ceux-là avaient besoin que je passe dans leur hôtel pour regarder l'hôtel et faire de la création. Et donc je suis arrivée le jour-là et j'ai regardé et ils m'ont dit tiens, en parlant de ça, on cherche quelqu'un qui a besoin, qui parle plusieurs langues, qui est physiquement bien, qui parle bien pour gérer le service, pour gérer, être avec les clients, être sûr que tout se passe bien. Je dis OK. Donc, ça a switché de la création de contenu à de l'hôtellerie. Et j'ai commencé comme ça il y a 4 ans et je n'étais que responsable du service. Avec le temps, c'est passé à responsable de la cuisine, responsable des chambres, responsable de tout le secteur de l'hôtel. Après, j'ai commencé plus dans le côté administratif, donc assistant direction, et voilà, on a tout le côté réception, tout le côté réservation. On passe maintenant dans le global de l'hôtellerie. Je me suis formée sur le tas et c'est comme ça que c'est arrivé. Je suis maintenant à full time dans l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, c'est quoi ton titre dans l'hôtellerie? Assistant direction, responsable d'hôtel, gouvernante, enfin tout ce qui est assistant direction hôtellerie. Voilà. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu gères des équipes, tu coordonnes aussi Voilà. l'élimination de ces personnes-là. Exactement. Et quand tu regardes un peu tout ce que tu gères en termes de sources de revenus et en termes d'activité, comment est-ce qu'à un moment donné, tu t'es assise et tu t'es dit, voici toutes les activités que j'ai, comment est-ce que je m'organise? Alors ça commence, c'est les questions existentielles de la vie et tu commences à te dire voilà comment je gère. J'ai pas de réponse à ça, pour être sincère, pour être franche. Je suis très chanceuse d'avoir Monsieur Christin qui est là derrière moi parce que on se perd dans tout ça là. À un moment, on peut pas compter. Ça, c'est l'aspect qu'on ne montre pas forcément, c'est la solitude qui s'enclin de ce rythme de vie là. Tu imagines, tu n'as jamais le temps. Tu n'as jamais le temps. Même quand tu rencontres quelqu'un,
Tu n'as malheureusement jamais le temps pour la personne. Tu essayes, ça ne passe pas. Tu passes à quelqu'un d'autre, ça ne passe pas. Et tu te dis à un moment, mais c'est quoi en fait? Les gens ne se rendent pas compte de la solitude que peut enclencher ce milieu-là en tant que tel. Tu as des milliers d'abonnés que tu ne vois pas tous les jours, mais quand tu rentres chez toi après le boulot, tu es seul. Et j'ai heureusement, Monsieur Christin, mes deux meilleurs, on n'est pas, j'ai que cinq, j'ai 60 000, plus de 60 000 abonnés aujourd'hui, mais je n'ai que 5 personnes à qui je parle tous les jours. Est-ce qu'on peut se rendre compte de la solitude de ce cercle-là? Et donc, j'ai pas de réponse à cette question parce que c'est une question qui me vient tous les jours dans la tête. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois continuer ça? Qu'est-ce que je veux être? Parce que je ne suis pas qu'une seule chose, je suis tellement de choses. Et je n'ai pas de réponse simplement encore à cette question-là. J'essaye encore de voir qu'est-ce que j'en fais en fait, en fin de compte, de tout ça là. Est-ce que je peux continuer de gérer tout ça là sur le long terme? Parce que on se perd, je me perds. C'est le problème que j'ai là actuellement parce que j'ai des phases de dépression qui arrivent. Je suis de quelqu'un de nature très dépressive en vrai parce que ce milieu te rend très seul. Donc, tu es dedans avec le temps, tu te perds de tes proches, tu te perds de ce que tu fais, tu deviens un robot tellement que tu te réveilles le matin, tu vas au boulot, tu as ce contenu, tu fais, mais tu te retrouves seul à la fin de la journée. Donc, j'ai pas encore de réponse à ça parce que je dois déjà me retrouver moi-même. Qu'est-ce que je veux en fin de compte avant de répondre à ça, quoi. J'ai pas de réponse encore. C'est quand même très honnête de ta part. Certaines personnes auraient pu inventer quelque chose et répondre plus intellectuellement parfois, mais J'ai pas. c'est très honnête. Mais l'élément que je tire de ça, c'est Monsieur Christin. Mhm, Le fait qu'il soit à un moment donné intervenu dans ta vie et que mhm, vous ayez formé ce tandem-là. À mhm. quel moment tu l'as rencontré et qu'est-ce que vous vous êtes dit pour en arriver là? Ouh, je l'ai rencontré, je pense que j'étais toujours à ESMA, j'étais toujours étudiante. On s'est rencontrés sur Facebook. On est devenus amis parce qu'il habitait juste à côté de mon université et il m'a vu dans mes difficultés, il m'a aidé dans mes difficultés. Je lui dois énormément. C'est mon roc, c'est ma pierre. C'est celui qui est là. En fait, c'est celui qui est là quand ça ne va pas. C'est celui qui, sans lui, je ne suis pas Eva. Je vais dire ça aujourd'hui. Sans lui, actuellement, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui parce qu'il m'a aidé à vraiment remettre les choses en place. Il m'a aidé à augmenter enfin, c'est lui mon chien, quoi. C'est lui qui négocie, c'est lui qui est là pour me dire non, ça, tu peux pas accepter ça, tu triples en fait ce que tu demandes, tu quadruples ce que tu demandes. Je suis passée de, disons, 1 franc avec lui à 10 000 francs, quoi, en un temps de 1 an. Il t'a dit, maintenant, tu augmentes, tu triples. Je dis, mais comment, les gens ne vont pas prendre ça. Il dit, tais-toi, tu fais. Je dis, ouais. Donc, franchement, c'est lui et c'est venu tellement naturellement. Ça n'a jamais été quelque chose comme beaucoup peuvent se l'imaginer, ça n'a jamais été sentimental. Il est marié actuellement, on est meilleurs amis, on est frères et sœurs, on est partenaires, on a toujours été comme ça. Donc, ça a commencé avec de l'amitié, c'est passé maintenant à du professionnel parce qu'il me suivait au quotidien. Il me dit, mais écoute, Eva, lui aussi n'avait rien à voir dans ce milieu, en fait. Il était, je sais même plus ce qu'il faisait, un truc de tracteur, de moto, je sais plus. Et il m'a dit, on peut faire ça, 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 ça. Je t'accompagne en échange. Et bien sûr, il a sa part. C'est pas cadeau. On s'échange, on est partenaires. Donc, j'ai pour moi, tu as pour toi. Et on fait comme ça. Maintenant, on fait comme ça. Et ensemble, on a su comment professionnaliser et rendre ça plus professionnel. Adem, c'est son meilleur ami. Donc, par alliance, Adem, c'est devenu mon meilleur ami parce qu'on traînait tous les jours ensemble. Et c'est comme ça que c'est devenu vraiment une équipe comme ça, quoi. C'est quoi le contrat ou la rémunération la plus faible que tu aies jamais gagnée et celle la plus élevée que tu aies jamais gagnée dans ton business indépendant? Fou, faible. J'ai fait des choses faibles, je dirais 20 000. Je me rappelle mes options story à l'époque, c'était peut-être 20 000, mais post-feed 20 000. Fort, franchement, il faut que Christin soit là parce que c'est lui mon porte-monnaie. Fort, on est allé dans les millions. On a déjà fait, je sais de voir, 3, 5 peut-être.
Je ne suis pas sûre parce que c'est Christin moi, je fais mon contenu, je dis, il faut mettre ça quelque part là-bas. J'ai pas mes chiffres en tête, mais on est déjà allé dans les millions. J'ai déjà fait le million en création de contenu. Lorsque tu parlais de la diversification, enfin de la diversité de tes ressources, Mhm, tu parlais surtout de l'aspect où tu coachais d'autres mhm, créateurs. mhm. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as une sorte d'écurie de créateurs de contenu que tu mets à disposition des marques? Alors, j'ai commencé fort avec Christin parce que il s'est posé un problème. Dans le problème, c'est que avant, au début, je faisais beaucoup de petites entreprises, ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, 20 000, 50 000, 15 000, 10 000. Et ce qui fait que c'était beaucoup de travail à faire dans un rien de temps. Beaucoup d'entreprises et tout ça. Avec le temps, j'ai commencé par plus, en fonction de mon temps libre, prendre plus de gros contrats. Et maintenant, les petits marchés là, je n'avais plus la possibilité physique de le faire. Il me fallait d'autres personnes sur qui je pouvais peut-être prendre un pourcentage et maintenant leur dire, moi, je prends cette petite partie, mais je te refile ce contrat-là. Donc, dans ça est passé maintenant l'éducation de ce que je fais à d'autres personnes. Et j'ai fait ça avec Christin qui a essayé de gérer aussi moi et les autres maintenant, et moi qui donnais plus mon aspect directrice artistique, fais comme ça, c'est mieux, en suivant toujours ton propre style à toi, mais je te refile le marché et toi, j'ai besoin que tu sois disponible pour faire ce marché-là et voilà, je fais l'arrière-plan, quoi. Et c'est de là, maintenant, est venue ma petite équipe qui me suivait au quotidien, qui faisait les marches que moi, je pouvais pas peut-être forcément faire. Je suis une femme, il fallait peut-être une marque qui avait besoin de tenues pour hommes. Voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé, le fait de former d'autres personnes à la création de contenu. Ok, ok. Tu sais, j'aime beaucoup le fait que tu identifies à chaque fois une opportunité de business quand une situation se présente. Donc, Mhm. ça, par exemple, est-ce que c'est Monsieur Christin qui t'a amené à développer ça ou est-ce que c'est Mhm. plutôt toi qui, naturellement, essaie de savoir combien est-ce que tu gagnes dans cette situation-là? Non, non, c'est lui. Moi, c'est lui qui me pousse beaucoup à faire des nouvelles choses. C'est lui qui a émis cette idée-là. Je suis aussi, dans mon côté personnel, je suis très jalouse. Je suis très jalouse des gens qui viennent autour de Christin parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Donc, si on me snatch encore mon Christin là, comment je vais faire? Donc, c'est vraiment lui qui m'a poussé, qui m'a ouvert l'idée à ça. Parce qu'il y avait la demande, mais je me refusais à la demande parce que, bon, voilà quoi, j'ai pas le temps, je sais pas comment ça va faire avec d'autres personnes, comment ça va se passer. Donc, il était toujours présent pour m'encourager à le faire. Donc, c'est entièrement lui, en fait. Ok. Aujourd'hui, tu as, je crois, 24. 24 ans et tu as quand même derrière toi, je dirais, entre 6 ans et 7 ans de carrière professionnelle, parce que c'est Mhm. le cas. Mhm. Est-ce qu'il y a de grandes, euh, je vais dire, erreurs que tu as pu faire sur ce parcours-là et qu'aujourd'hui tu regardes avec, enfin, it's cringy? Non, pas vraiment. Tu sais, il y a eu ces moments, bon, c'est plutôt Christin qui dit que c'est pas très... Tu sais, il y a ces moments dans mes phases de dépression où je laissais slider, que j'ai un gros gourmet. Mm. Il me dit arrête ça. J'ai dit mais j'ai mal. Il me dit arrête ça. J'ai mal. C'est tout. Mais sinon, en vrai, depuis la base, j'ai toujours été celle que je suis. J'ai toujours suivi ma ligne. J'ai toujours été, enfin, ça a toujours été dans mon moi, dans mon simple. Donc, dans l'évolution des choses, j'ai jamais posté quelque chose je dirais que je regrette actuellement. Non. Mm. Mm. Toutes ces filles et jeunes femmes qui te suivent, qui ont envie de devenir comme toi, elles ont quand même une certaine vision, malgré tout le travail que tu fais pour rester simple et montrer un contenu plutôt simple, elles ont quand même cette vision de succès que tu représentes. Est-ce que tu as le sentiment que quelque part, tu es malgré toi dans un rôle? Genre, donner une idée d'un style de vie donné. Non, plutôt comme si toutes ces jeunes filles qui veulent devenir comme Eva, parce qu'elle a beaucoup de followers, des trucs comme ça, est-ce qu'elles s'imaginent quelque chose que finalement tu peux pas lutter contre cette image? Non, je peux pas. Je suis contente dans cet aspect-là. Si c'est que j'espère qu'elles prennent vraiment le travail qui a été fait sur la longue
Parce qu'en étant évacuée dans son appartement avec des plantes et tout ça, j'ai aussi été Eva qui n'avait pas 200 francs en poche et qui mangeait dans une cafétéria en pleurs parce que j'arrivais pas à aller dans un restaurant, mais qui rentrait quand même le soir, se couchait dans son entrée couchée et qui devait aller à l'école à 8 heures, revenir à 18 heures, aller faire mon petit taf de 18 heures à 22 heures, rentrer maintenant fatiguée parce que j'ai pas eu le temps de pouvoir me reposer, rentrer prendre les cours chez mes copines et aller dans une cafétéria manger avant de retourner. Est-ce qu'elles étaient conscientes? Est-ce qu'elles sont prêtes à passer par ce sacrifice de soi, sacrifice de temps, sacrifice de financier? Parce qu'en étant une femme, on va pas se mentir, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous dans la facilité en soi que si elles sont prêtes, en fait, j'ai l'impression que il y a tout cet aspect-là qui ne se voit plus et ça me fait mal. On ne voit que le côté joli, on ne voit que l'aspect, elle est coquette, elle est toujours bien habillée, elle a son travail, j'aimerais avoir son travail. Mais il faut passer par tellement de choses, tellement de sacrifices, tellement de restrictions. Si c'est ça, oui. Mais si c'est juste dans le m'as-tu vu, il n'y a rien là, en fait. Je sais pas comment expliquer. Je ne saurais pas quoi dire honnêtement à ces jeunes filles-là, parce que le seul truc que je peux dire, c'est de rester soi-même, d'accepter que tout n'est jamais rose et que ça va changer. Si on reste dans ce qu'on fait, si on reste dans, si c'est, je sais pas, la comptabilité, whatever, whatever, si on reste dans ce qu'on fait, qu'on essaye d'être intelligente et de travailler pour se donner ce qu'on peut, on réussit forcément, mais il faut faut être constant avec soi-même. Là, oui. Mais si c'est juste pour prendre son téléphone et se dire que ça n'apparaît pas, malheureusement, il n'y a rien qui vient comme ça. Faut être prête à passer par 6 ans, 3 ans, 5 ans de ne pas être comme ça avant d'être comme ça. Donc, je Ouais. saurais vraiment pas quoi leur dire. Si ce n'est, j'espère que c'est pour les bonnes raisons. Je me retrouve complètement dans ce que tu dis parce que quand tu sors de l'université, en tout cas, enfin, on a fait des universités, toi et moi, où sortir, c'est avoir son cachet pour, voilà, tu es C'est ça. chômeur, C'est ça. Tu n'as rien. il Tu n'y a te rien, débrouilles. il n'y a personne, Il y a personne. il n'y a personne. Les gens se rendent pas compte, mais et je me dis, il y a tellement de personnes qui ont de la chance sans même se rendre compte qu'ils ont de la chance. Je me rappelle, j'étais très jalouse de Marietta, ma meilleure amie à l'époque, parce que Marietta, on s'est rencontrés, c'était ma première amie à l'université. Ses parents, j'adore mes parents, ils étaient là, mais physiquement, ils n'étaient pas avec moi. Et financièrement, ils ont fait de leur mieux, ils étaient là, mais j'ai aussi dû me débrouiller. Son père était toujours là, par exemple, à Marietta, je me rappelle, son père venait lui déposer des livres, des vivres, des spaghettis, je sais pas moi, des sacs de riz, je sais pas, et tout était réglé en avance, le loyer était réglé, l'école était réglée, elle avait juste à travailler. Elle avait juste à faire son cahier, à y rentrer chez elle, écrire. Moi, je devais faire encore 4 autres 1000 choses à côté en attendant mon père m'appeler à la fin parce que mon père n'a jamais été physiquement là avec moi. Il était toujours au nord. Mes parents étaient au nord. Il m'appelait au moins une fois par semaine. Donc moi, j'attendais l'appel avec impatience pour lui raconter ma journée. Mais physiquement, je n'avais personne sur qui me poser en fait. Et il y a eu des pleurs où je lui disais, j'aurais tellement aimé. Ça me donne envie de pleurer parce que les gens se rendent pas compte parce que je me rappelle, Marietta m'a envoyé elle a posté un truc là où elle mangeait un œuf avec du ketchup. On a pleuré le jour là, on n'avait pas 100 francs en poche. Elle avait déjà fini tout son argent de poche dans, je sais pas moi, les coiffures. Elle pouvait aller se coiffer à la fin de la semaine parce qu'elle avait de l'argent de poche. Oh, wow. Moi aussi, je voulais de l'argent de poche. Moi aussi, je voulais que mon université soit payée à la fin du mois. Moi aussi, je voulais avoir mes parents à chaque fin d'année. J'avais pas ça. Je l'ai maintenant. C'est pour ça mon père et moi, on est très proches aujourd'hui parce qu'on se retrouve maintenant. Maintenant, j'ai quelqu'un sur qui me baser, je me sens mieux. Mais avant, j'avais pas ça. Et les gens se rendent pas compte. Je pense que peut-être les gens vivent ça ou ceux qui sont passés par là savent Ouais. que ça n'a jamais été facile d'être seul. Il y a des gens qui sont tellement chanceux sans se rendre compte qu'ils sont chanceux d'avoir des parents qui sont là, Ouais. d'avoir, même si c'est peut-être pas financièrement, mais d'avoir
des gens là. Jamais eu quelqu'un là pour moi. Ouais. Et voilà. Écoute, c'est une vraie séquence. On va. On va enlever ça. Donc ça, c'était les années d'université. Ça a été très dur. Il y a des moments où j'étais à bout. J'ai eu quelques rares personnes comme Christin. J'ai eu des rares personnes comme Marietta. J'ai eu mon père au téléphone. Mais en termes de personnes, j'ai eu des gens. Mais en termes de travail, euh, j'ai dû vraiment me mettre au travail pour pouvoir être ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, tout n'est pas... Bien sûr, chacun a sa petite chance dans la vie. Ma chance a peut-être été d'être très claire de peau, je sais pas. Je vais jamais nier que ça a toujours facilité les choses parce qu'il y a du colorisme, mais du même aspect où on te dit oui, on te fait passer premièrement parce que tu es claire de peau, tu es jolie, tu es une femme. Du même côté, on m'a jamais dit tu es chez toi. On m'a toujours dit tu es dehors, tu ne viens pas d'ici, tu es différente. Donc il y a le côté positif où oui, ça me donne des portes, mais il y a le côté négatif où je n'ai jamais eu le sentiment que je suis chez moi à la maison. Je rentre, on me crie au beau dans la rue, on me touche, on me dit rentre chez toi. Je suis chez moi en fait. Tu manges la pâte, mais je mange plus la pâte que toi en fait. Tu vois, il y a toujours ce côté positif, il y a toujours ce côté. Il y a rien qui est beau, il y a rien qui est comme ça. Jamais. Si on fait les choses sincèrement et vrai, il n'y a jamais rien qui est comme ça. Ouais. Le chemin Le est chemin est long. long, voilà. Si Là-dessus. c'est réel, il est réel. Et c'est toujours, voilà, on continue toujours, tous les jours. C'est ce qu'on ne dit pas souvent aux jeunes étudiants qui sortent fraîchement diplômés de l'école, que en fonction du milieu d'où tu viens, il te faudra entre 5 et 10 ans pour te construire. Mhm. Et nous, quand on sort, tu sais, moi, j'imaginais, ah ouais, quand j'aurai ma licence, j'aurai mon premier million à tel âge, j'aurai sorti mon livre, j'aurai ma maison, je vais rembourser à mes parents tout ce qu'ils ont fait pour moi, je vais mettre la daronne à l'abri. Tout ça, je me voyais faire ça à 21 ans. Et grand fut mon choc quand 21 ans est arrivé et que tout ça n'a pas été. Et je crois que c'est ça. Je pense que le plus dur, c'est de te rendre compte que ça prend beaucoup de temps. Mhm. Et surtout, au-delà de l'aspect où tu cherches ta dignité, tu cherches ton argent, ton travail, il y a aussi cette construction de toi-même qui peut parfois interférer. Ou Mhm. parfois, tu te rends compte que, en fait, la personne que je suis doit aussi subir une sorte de changement ou d'éducation. Tu dois t'éduquer Mhm. d'une manière complètement différente. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Je suis d'accord, hein. Il y a beaucoup comme je dis, tu sais, tout dépend aussi de la nature des personnes. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très jovial. Tu vas jamais me voir au dehors triste. C'est juste ma nature. Chacun a sa nature. Je souris toujours. Mais au fond, comme je dis, il y a cet aspect dans la création de contenu, en tout cas dans le milieu que j'ai choisi, qui est le milieu public. On me dit, tu sais, Christin m'a toujours dit, toi, tu es une zoisoie. Je suis une zoisoie. J'ai toujours été une zoisoie. Zoisoie dans le sens où j'ai toujours été grégaire, j'ai toujours été dans la simplicité. J'adore prendre zen, j'adore être dans un tricycle parce que je me sens bien. Euh, J'aime les choses simples de la vie, j'aime manger dans une cafette, j'aime ça, je suis comme ça. Et c'est toujours cet aspect-là que j'ai voulu montrer. Maintenant, si je montre autre chose, c'est que comme je dis, je peux et j'ai envie de montrer aussi que je peux aller dans un restaurant parce que je peux, mais je vais pas me forcer à aller au Golden Tulip au lieu que je peux manger peut-être à la Heavy, jamais. Et il y a cet aspect où, le petit point là, il y a la solitude. Il y a énormément de solitude pour moi, en tout cas mon expérience, dans la création de contenu ou dans l'aspect d'être une personne publique. Parce que tu es tellement public que les gens, et tu es d'accord, j'ai accepté le fait que j'ai créé cette image de moi là. Et donc, quand on va au dehors, les gens viennent toujours entre, j'adore ça. Mais quand tu rentres chez toi à la fin, tu es seul, tu n'as personne à qui parler ou bien quelqu'un qui comprendrait. Même si tu as des gens autour, j'ai mes 5 personnes, mes 5 piliers autour, je suis toujours très seule. Je ne saurais vraiment pas comment l'expliquer. Je ne saurais pas quoi dire pour expliquer cette solitude-là. Mais peut-être ça se rend dans le tous les jours, tu as des problèmes de tous les jours. Donc, même si tu es une jeune fille,
ou un jeune homme et tu as envie d'être super populaire sur Internet, tu as envie d'avoir des milliers d'abonnés, faut aussi savoir que ça va t'apporter tellement de problèmes dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, ou dans le sens où tu ne sais plus qui est vrai, qui est faux. Si tu n'as pas une base réelle, des personnes sincères avec toi qui sont là depuis le début, tu peux pas te relier sur quelqu'un comme ça que tu viens de rencontrer parce que tu sais pas s'il est là pour toi ou s'il est là pour l'image que tu t'es créée de toi. Ne parlons pas des relations amoureuses, hein, ça, Seigneur. Waouh! Ouais, ouais, entre les, ouais, mais, ouais, j'ai peur de te rencontrer. Les gens ont peur de venir te parler. Moi, les hommes ont peur de venir me parler. Les hommes ont peur de m'aborder. Les hommes ne savent pas quoi faire de quelqu'un qui est indépendant, par exemple, de quelqu'un qui, je sais pas comment expliquer ça. Tu te dis, la plupart des hommes que j'ai rencontrés dans ma vie ou quand je demande à Christine, il y a quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai de différent des autres? Tu as l'air d'être trop parfaite pour quelqu'un parce qu'il se dit que je peux pas gérer ça. Et je peux comprendre comment c'est difficile pour un homme d'être avec quelqu'un qui reçoit des centaines de messages par jour, que quand on sort, les gens sont toujours portés sur ça, les gens voient tout. Et quand tu finis, tu es l'ex de telle personne. Je sais que c'est pas facile, ce qui fait que dans le tous les jours, j'ai des problèmes à rencontrer des gens, j'ai des problèmes à avoir des relations amoureuses sincères, j'ai des problèmes à être intime avec des personnes parce que tu sais pas sur qui compter, tu sais pas qui viendra, voilà. C'est tous les jours difficile, ce qui fait que il y a ce côté dépressif là qui vient avec la personne et si tu n'es pas solide, bah tu te perds. C'est vrai que quand tu deviens aux yeux des autres une sorte de trophée, une sorte de... Ouais, Oui, c'est ça, d'image. oui. Tu es un objet, tu es quelque chose qui est là. Les gens savent que je suis là, hein, mais en tant que personne même, je suis plus une personne, je suis quelqu'un de public, je suis une image qu'on voit sur Internet, mais il y a plus ce côté réel de la chose, en fait. Ouais, ça, c'est comme si tu soulevais plusieurs problèmes à la fois. Premier problème que je vois, c'est que, évidemment, quand on parle du côté célèbre, les gens voient le côté où tout le monde te connaît, Mhm, tu es dans les médias. mhm, Enfin, il y a ce côté, mais il y a aussi le côté où bah, parfois tu as envie d'avoir une vie privée. mhm. Tu as envie de sortir et de ne pas avoir 1000 personnes qui te demandent un autographe ou veulent faire des photos avec toi. Tu as parfois envie tout simplement d'avoir des gens qui t'aiment pour ce que tu es en dehors des réseaux sociaux. Et je peux comprendre, moi je suis passée par cette crise-là à un moment donné où à un moment, je me suis demandé, mais tout le monde parle de Mylène Flicka, tu Oh, vois. femme forte. C'est ça, au final, c'est comme s'il y avait cette image que les gens avaient de toi Mhm, et avec qui tu étais réellement. oui. Et même quand tu essayes de toujours rester toi-même, les gens continuent d'hyperboliser, je sais pas comment dire, de créer de Si, si. nouveaux... Si, de nouvelles choses. Et je pense que tu as une idée, tu es une femme, tu as été sur les réseaux, tu as une image que tu as vendue de toi et que tu es d'accord parce que moi, je te connais par exemple comme la femme forte. Et je sais ce que c'est quand quelqu'un te met dans la tête que tu es quelqu'un. Je suis forte, oui, mais il y a des moments où je rentre, je suis en larmes, je suis un asticot. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider, que ce soit aussi financièrement, que ce soit aussi moralement, que ce soit aussi j'ai besoin de quelqu'un de là. Je suis forte, mais je suis pas forte tous les jours. Je peux pas être forte tous les jours. Je peux pas être belle tous les jours. Je peux pas être présentable tous les jours. Et le jour où tu n'es pas ce que tu montres, on te dit, mais attends, mais c'est pas là, c'est pas vrai. Je dis, non, tu peux pas. En fait, c'est tellement difficile de jouer entre les deux bords. Et ça va dans les relations aussi, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale. Parce que amoureuse, tu te dis, la personne te dit, oui, mais tu es une personne forte. Tu dis, non, mais si je suis avec toi, il y a ce truc qu'on me dit, ça a tellement été intime. C'est le truc qui m'a le plus fait mal dans un commentaire amoureux qu'on m'a dit, c'est que, je ne sais plus comment je vais dire ça. C'est la personne qui m'a le plus fait mal dans le sens impact de mots. Quand je t'ai rencontré quand je t'ai vu sur les réseaux, tu n'es pas celle que tu es. Quand on prend du temps avec toi, qu'on est dans une relation avec toi, tu n'es plus la même. Je dis, mais qu'est-ce que tu espères en fait? Tu espères quelqu'un qui soit tout le temps brillante? Tu espères quelqu'un qui n'ait pas de difficultés financières? Tu espères quelqu'un qui soit tout... Qu'est-ce que tu espères? Je lui ai répondu, tu devrais être content que tu ne me vois pas comme je suis sur les réseaux parce que c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire ensemble. Si je ne peux pas être moi-même avec toi et que tu espères avoir toujours
24 heures sur 24, la Eva Schmutz des réseaux, oui, d'accord, ça n'en a rien à faire ensemble en fait. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait où je me suis sentie perdue entre qui je suis, qui je montre, c'est-à-dire, mais en fait, qu'est-ce que je dois être à la fin en fait? Je peux pas être triste, je peux pas être. Qu'est-ce que tu veux? Faut que tu sois une Faut que je peinture. sois toujours Eva Schmutz 24 heures sur 24, je peux pas. Et donc, on s'est séparés comme ça, mais cette phrase m'a toujours fait mal. Tu n'es pas la personne sur le long terme que je pensais, que je voyais. Tu n'es plus la personne que je vois sur les réseaux sociaux. Et ça fait très mal d'entendre ça parce qu'à un moment, tu te dis, mais en fait, je suis quoi? Comment je dois être? Tu vois? Ouais. Ça m'a rendu très dépressive cette phase-là. Et tu peux pas partager ça avec tes abonnés. Tu imagines, tu viens, tu te réveilles le matin, tu dis, bon, écoutez, les gars, on m'a dit, je suis pas celle, tu peux pas. Même si tu peux montrer j'essaye du mieux que je peux de montrer que ce n'est pas toujours rose. Il y a des moments dépressifs, il y a des moments mais on ne peut pas, à travers l'écran, ressentir la douleur que quelqu'un ressent quand c'est une page qui affiche toujours de la positivité, de la good vibes, de la si. Tu peux pas. Eh ben, tu es connu pour plusieurs choses. La première d'entre elles, de ces choses-là étant que tu adores le coca. J'adore le coca, oui. Je crois que tu avais arrêté un temps. Jamais. Ok, d'accord. Donc, si Coca-Cola nous écoute aujourd'hui, la première bonne ambassadrice qu'il faut avoir au Bénin, c'est toi. J'espère. Et deuxième chose, tu ne repasses jamais tes habits. Non. Explique-nous pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi on voulait que je repasse mes habits, en fait. J'ai jamais compris. En fait, c'est pas quelque chose qui a été dans mes habitudes. C'est jamais quelque chose qu'on m'a fait. On m'a pas repassé mes habits. Donc, je ne comprends même pas, en fait, d'où vient l'idée de repasser ses habits. Ça se repasse naturellement avec la chaleur de mon corps. Et si ça ne se fait pas, c'est mon habit. Oui, ça dérange quoi? En fait, je déteste. Je me suis toujours battue. Je suis moi-même. Si ça ne te plaît pas, et je pense que c'est une question de travail sur soi. Quand on est dans l'œil public, il y a soit l'aspect où, quand tu es un peu faible, là, tu rentres dans l'œil public, c'est-à-dire tu veux toujours plaire à quelqu'un. Mais quand tu essayes d'être toi, tu t'en fous en fait. C'est la confiance en soi. Moi, j'estime que c'est du je m'en foutisme. Si ça ne te plaît pas, tu es libre. Moi, je n'ai jamais, on m'a pas repassé mes habits, j'ai pas de fer, on m'a pas montré comment repasser des choses. Donc, moi, je fais comme j'ai grandi, je plie, je mets dans la main, je sors, je porte. On avance. Et Dieu connaît. C'est ça. Laisser mes habits, j'ai pas compris en fait. Il y a quoi avec le repassage? C'est présentable, c'est ça? C'est plus joli? Écoute, bah, tu me poses la question, je ne sais pas repasser non plus les habits. C'est mon mari qui me repasse mes habits. Est-ce que je peux parler à la caméra? Vas-y. Harry, pourquoi? En fait, c'est quoi? Ça te dérange? J'ai pas compris C'est lui qui m'a dit la première remarque. Tu repasses. En fait, il y a quoi? Ça te dérange? J'essaie de comprendre vraiment. Il y a quoi? C'est une déformation. C'est une déformation de quoi? L'habit est sur moi. L'habit. Et si c'est le style de l'habit? Ah mon Dieu. Non, je repasse pas. On m'a pas appris ça, donc je veux pas. Je m'en fous en fait. En gros, c'est le terme. Moi, je m'en fous. Eva, contrairement à nos autres coulisses, Mhm, aujourd'hui, on a plein de personnes sur le set et en t'écoutant, ces personnes ont des questions. mhm. Je vais commencer d'abord par King Femi, qui est la maquilleuse aujourd'hui sur le set et qui va juste prendre la place et te poser sa question. D'accord. King Femi, tu peux venir? Je te mets le micro. Ok. Moi, j'ai plein de questions, Je t'écoute. mais je ne vais pas exagérer. Mhm, La première, c'est, je vous ai rencontré une fois, on n'a pas vraiment discuté, il y a quelques, je pense, 2 ans. D'accord. Vous étiez à la Maison Rouge. Mhm. Comment vous faites pour gérer tout ça? Euh, D'abord étudiante et créatrice de contenu. Moi, par exemple, je maquille, mais des fois, je me dis, OK, je veux créer du contenu. J'arrive même pas finalement à poser ma caméra sur mon trépied Mhm. et filmer tout ça. Après, il y a le montage parce que Si, il faut si. pas que filmer. Si, si. Il faut s'asseoir, trouver la musique qu'il faut,
comment vous arrivez à faire tout ça là? Ça, c'est un autre aspect aussi que les gens ne voient pas forcément. Je dors pas beaucoup. Je dors vraiment pas beaucoup. J'ai transformé, ça c'est, je pense que c'est la plus grosse critique que mon père ou les gens qui sont proches de moi me disent. J'ai transformé la nuit en jour et le jour, j'aimerais bien transformer ça en nuit, mais Possible, c'est pas ça. possible. Donc, ce qui fait que pour gérer, je ne dors presque pas. Et c'est devenu une habitude où je suis carrément presque insomniaque sur le terme. Parce que le matin, en fonction de mon emploi du temps, on vient même de m'appeler pour me demander si mon jour de repos, en fait, si je peux déplacer ça, venir changer mon jour. J'ai pas pour travailler, j'ai pas un temps stable. Donc, je me gère comme je peux humainement possible. Je me réveille le matin, je vais au boulot, je rentre au boulot, je fais 4 choses en même temps. Je suis sur mon téléphone quand j'ai une heure de break, je sais pas, je fais un petit montage, 1 heure à poster, je fais mon truc vite fait, je retourne au boulot, je rentre chez moi, j'essaye de dormir. Je rentre très tard, hein. Je rentre du boulot, je peux rentrer vers 0 heure, 23 heures des fois. Je reste en éveil, je fais mes montages, il est 4 heures du matin. Je rentre à 4 heures du matin, à 4 heures du matin, je dors, je peux me réveiller vers 10 heures, 11 heures et j'enchaîne. Et c'est comme ça sur toute la nuit. Ok. À part ça, toi, est-ce que la détermination, putain, moi, Tu sais, je dis toujours, quand tu n'as pas quelqu'un derrière toi, là, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre choix. tu fais. Tu fais. Sinon, si tu ne fais pas, tu vas faire comment? Si je ne fais pas ça, en fait, j'ai un rythme de vie que j'aime et j'ai voulu l'avoir. Mais pour alimenter ce rythme de vie-là, je dois faire des sacrifices. Je dois aller au boulot tous les jours. Je dois rentrer chez moi, faire mes montages. Je dois être présente sur les réseaux. Je dois sourire. Et ça m'apporte l'argent qu'il me faut pour être à l'aise dans ma vie de tous les jours. Et est-ce que les gens, parce que moi, on me dit, j'ai étudié la diplomatie à l'ENAM Mhm. et même mes parents, bon, mon père plus, il me dit souvent, ah oui, toi, on a dépensé, tu as fait une grande école et tout, comment ça se fait que tu te retrouves dans le milieu du maquillage? Oui, je Et comprends. des fois, tu doutes, je me dis, bon, est-ce que ce n'est pas, parce que le maquillage aussi, ça fait 4 ans que je maquille Mhm. et je vois plein de personnes, enfin, Si, des si. maquilleurs qui sont connus. Je me dis, oui, je vais être Je comme veux être comme ça, celui-là. mais les gens ne comprennent pas forcément. Voilà. En Et fait, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un, même des gens que tu ne maîtrises pas, qui savent juste que tu as fait les NAM, comment toi qui tu as fait pour te commence. trouver là? Tu sais, d'une part, je vais dire que je comprends tout à fait ce que tu dis, hein. Vous voyez mon père sur les réseaux. Mon père a toujours été très ouvert avec moi. C'est fais ce qui te rend le plus heureux. Il a toujours dit, quand tu vas vers la droite, si c'est vers la droite tu veux aller, c'est bien. Mais si c'est que je vois que tu vas vers la gauche et que la gauche, c'est pas bien, je vais juste te pousser un peu et en fonction de ça, tu choisis ce que tu veux. Ma mère n'a jamais été comme ça. Vous n'avez jamais vu ma mère sur les réseaux, C'est hein. moi, oui. Déjà, quelquefois rare. Ma mère a voulu que je sois docteur, avocate, architecte. Tu sais, les métiers de base. Ouais, c'est Les ça. métiers, oui. Parce que mon papa a fait du droit, tout Oui, a oui, fait du oui, droit. oui, oui. Je t'ai programmé pour faire du droit. C'est ça. Et aujourd'hui, tu es Ma maquillée, c'est mère très a grave. toujours été comme ça. Et ça a toujours été vraiment très difficile. En fait, j'essaie de... Tu sais, je pense que le truc avec toi, c'est que chacun a son expérience. Tes parents étaient là, je suppose. Ouais. Voilà. Ouais. Tu n'as pas eu le choix. Moi, j'ai eu mon choix parce que j'ai fait mes choses moi-même. Donc, on ne pouvait pas me dire... C'est ça que tu vas faire, c'est ça que tu vas faire, c'est ça que tu vas faire, parce que moi, j'ai toujours eu à faire mes choses seule. Donc, si c'est que je décide d'être dans ça, tu ne peux rien me dire parce que Ah c'est bah, moi-même qui ai mis mon argent, c'est moi-même qui ai ça. fait mon truc. Donc, j'étais déjà libre dès la base, en fait. C'est ça, je vais dire, la différence. Mais je comprends. Et je pense que c'est n'ayant pas le choix, j'ai jamais eu le choix, ce qui a été, moi, ma base dans ma consistance. Parce que si je ne fais pas ça, je n'ai pas de marché, je n'ai pas d'argent. Si je n'ai pas d'argent, c'est pas ce que tu vas voir là aujourd'hui. C'est Les perruques, vrai. je dis, les perruques, ça coûte cher. Ça coûte cher, les perruques. J'adore les perruques. Les perruques, ça coûte cher. Et pour ça, je dois travailler. Travailler. Et c'est ça que les gens ne voient pas forcément, en fait. Et même si on me dit, j'ai fait du journalisme, je ne suis pas une grande journaliste. Mais en fait, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que pourquoi tu as fait ce choix parce que mon choix m'a réussi.
Personne ne peut ouvrir la bouche aujourd'hui et me dire, tu as fait de la création de contenu, mais tu as fait du journalisme. Pourquoi? Non, on ne te demande pas pourquoi quand on voit que physiquement là, ça va. Donc tu dois travailler pour qu'on te demande. On ne te demande pas pourquoi tu as choisi le maquillage en fait. On va te demander, tu peux venir nous raconter comment est-ce que tu as fait ce parcours pour être maquilleuse? Tu vois la différence? D'accord. C'est ça. Maintenant, est-ce que j'ai fait une formation à Lomé et je demandais en fait à Anis Beauty, c'était la formatrice, comment ça se fait? Comment ça se fait que toi tu as autant d'abonnés? Et elle m'a dit, poste en fait. Oui, c'est ça. Poste tout ce que tu fais. Exactement. If que c'est pareil. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est être consistant, ça ne veut pas forcément dire que tout est planifié. C'est qu'il faut déjà que tu gardes dans la tête. J'ai pas le. En fait, mon terme, c'est je n'ai pas le choix. Si je ne fais pas ça, je perds. Si je perds, c'est grave. Je suis arrivée à un point où je ne peux pas me permettre de reculer en arrière, en fait. Je ne peux que aller de l'avant et je n'ai pas le choix. C'est pour ça que je suis tellement jalouse. Pendant longtemps, hein, j'étais envieuse et jalouse, je vais dire, des filles comme toi. Parce que toi, tu as du soutien derrière. Toi, on t'a emmené à l'école. Toi, on t'a dit non, tu dois faire ça, tu as un suivi. Moi, je sais pas, moi, j'étais comme ça. Hein. Et écoute, en vrac, je devais faire un choix et rester dans ça. En fait, il faut que tu te dises dans la tête, je pense que quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses ça pour arriver à là. Si tu veux être maquilleuse, je n'ai pas le choix. Et le truc, c'est que avec les médias d'aujourd'hui, tu ne peux pas être que maquilleuse, malheureusement. Tu es créatrice de contenu. Avant que tu n'arrives au moment où tu peux engager des créateurs de contenu pour montrer ton travail, tu es créatrice de contenu, tu es maquilleuse, tu es entrepreneuse, tu es photographe, tu es modèle. S'il faut te maquiller toi-même et faire des tutos maquillage, tu es modèle, tu es gestionnaire parce que tu gères ta page, tu gères ton Instagram, tu es 10 000 choses à la fois et il faut garder ça en tête et garder en tête que je n'ai pas le choix. Ok. À part ça, vous avez dit qu'il faut que je sois mon propre modèle. Quand je commençais, j'avais tout plein de modèles, mais il s'est fait que beaucoup d'entre elles ont voyagé. Et cette année, en fait, mon optique, c'était, bon, je vais être mon propre modèle, je me maquille moi-même et tout. Mais je rencontre une petite difficulté. Vous n'êtes pas nouvelle vous savez que la caméra frontale n'est pas vraiment Comment est-ce que vous arrivez à vous filmer? J'ai vu sur TikTok qu'il faut mettre un miroir. Oui, mais j'ai pas aimé le rendu, moi. Il faut travailler, il faut juste s'exercer. Tu peux ne pas aimer le rendu au premier abord. Tu vas te dire, OK, je vais peut-être essayer ça. C'est à force d'essayer que tu te retrouves, en fait. Tu fais des échecs. En fait, il faut essayer. Dis-toi que ce que je me dis, c'est que je ne suis pas même au point où je veux être aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, là, je m'en fous. Dans mon je m'en fous, c'est que j'essaye. Et 4 ans après, crois-moi, quand tu reviens, regarde tes posts il y a 4 ans. Dis-toi que tu ne fais pas du tout la même chose. Mais tu te rends pas compte. Il y a 4 ans, là, quand tu faisais ça, tu étais là en train de te dire, c'est aujourd'hui, je dois faire ça, ça marche pas. Non, c'est pas, aujourd'hui, c'est pas important. C'est dans 4 ans que ce sera important. Donc, il faut que tu fasses ça là maintenant. Tu fais des tests. Enfin, moi, comme je faisais, c'est simple. Tu mets la caméra arrière, tu te mets un miroir, tu te mets devant un miroir ou tu mets un miroir à côté. Il faut juste que tu aies le reflet ou au pire, tu fais la vrac. Tu gardes ton miroir dans la main. Il n'y a pas de règle. Tu peux garder ton petit miroir, même si tu te filmes arrière caméra, tu regardes ton miroir, tu montres le résultat, tu continues de voir ce que tu fais, et ça peut être ton style à la longue. On peut te reconnaître à la maquilleuse au miroir. D'accord, merci beaucoup pour les questions et les réponses. Je t'en prie. Je te jure, c'est la première fois que je fais ça et ça se voit que le set n'a pas été... Donc, toutes les personnes qui nous regardent, soyez indulgentes et toutes les personnes qui nous écoutent, vous êtes dans la meilleure position. On va recevoir une autre personne très intéressante qui, celle-là, est créatrice de contenu. Deming Shen, a.k.a. Viens. Oui, viens. Je sais pas si Non, je pense pas avoir eu l'occasion de te dire ça, mais tu es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. J'admire beaucoup ton travail parce que moi, en tant que quelqu'un qui fait également beaucoup de choses, j'ai testé la création de contenu. Enfin, je fais de la création de contenu parce que j'ai une activité de coach sportif que je fais, si tu veux, à temps partiel. Mais pour montrer mon travail, bien sûr, il faut être sur les réseaux, etc. Il faut créer du contenu relatif à mon travail, etc.
Et je sais que la création de contenu, c'est dur. Je ne vais pas employer de gros mots, Oui, oui. mais c'est dur. C'est dur sur la longue. Ouais. C'est dur. Donc, pour être dans le game comme toi, tu es, depuis le temps que tu es installé, Mhm. depuis le temps que tu règnes sur le game, franchement, bravo. Merci. Alors, j'ai 2 questions pour toi. Mhm. La deuxième est un peu subdivisée en 2, mais la Oui, première dis-moi. question, déjà, c'est quelle vision est-ce que tu as pour Eva Schmutz Mhm. sur 5 ans? Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Alors, tu sais, il y a deux, pour qu'on dise, on va essayer de rester soi-même et être Mhm. vrai. J'ai deux réponses à ça. Il y a la première version qui est l'idée que j'aurais vendue à un public s'il fallait garder l'image, ce serait de vraiment avoir tu vois, l'idée d'avoir un building. Dans le building, il y a différents compartiments. Il y a le côté avec les ordinateurs où les jeunes influenceurs peuvent faire leur montage. Il y a le côté immeuble où il y a toutes des salles avec différents fonds où tu peux venir faire ta création là-bas. J'ai mon bureau tout en haut où si tu es une entreprise, peu importe si tu viens au Bénin là, tu as besoin d'un contenu, tu dis écoute Eva, je veux faire ça et moi je te dis ok, je te donne tel influenceur, j'ai mon monteur qui est là, j'ai mon gars qui est là. Moi et Christin, on te fait ton devis. Tu veux une vidéo, on te fait ta vidéo. Tu veux un suivi médiatique, on te fait ton suivi médiatique. En fait, tout ce qui est en rapport avec ce que je fais pour les autres, mais plus structuré. Ça, c'est vraiment mon goal dans 5 ans. Tu vois, c'est que tu peux pas passer quelque part et dire que j'ai besoin de contenu et ne pas qu'on te dise, écoute, appelle là, elle va te gérer ça. C'est vraiment mon goal. Maintenant, il y a aussi le côté où j'ai envie d'être la petite femme au foyer, pépère, j'ai envie d'être à la maison, tu vois, j'ai envie de faire mon contenu toujours dans le soft style, mais avec mon quotidien tous les jours, avoir mes 2 enfants, mon grand jardin au bord de la plage. Tu vois, je suis vraiment mélangée parce Ouais. qu'il faut savoir que si on fait l'un, on peut pas avoir l'autre. C'est pas possible. Pas en même temps, en tout Pas cas. en même temps, en tout cas. Et je vois ça dans mon aujourd'hui, là. Je vois ça déjà dans mon petit que je fais. Ouais. On me dit d'être en week-end 3 jours avec un chéri. Amen. Un jour, ouah, je peux pas. Je peux pas. Donc, c'est vraiment mélanger entre ces deux idées-là. Et c'est pour ça que je ne me mets pas de pression. Dans tous les cas, je veux être heureuse, je veux être moi-même. Donc, le temps me dira exactement vers où je vais m'aller. Est-ce que c'est le côté, j'ai femme à la maison, je serai toujours moi, je serai toujours forte, je serai toujours battante. Je vais faire toujours ma contenu parce que c'est moi. Mais ce ne sera pas le haut level comme je me vois dans mes rêves, être au bord d'un building, costard, cravate, tout ça. Voilà, c'est vraiment entre les deux. Alors, est-ce que je pourrais dire que c'est une maison média que tu veux créer, plus qu'une agence créative, une maison Ouais, média, maison Eva média. Voilà, un nom. Pas Ouais. forcément Eva Schmout Oui, parce que je veux avec quand une même. vision. Jusque quand tu Ouais. dis Eva Schmout, si c'est que c'est moi, tu veux devant la caméra là, tu payes. Ouais, Tu, mais c'est clair. c'est ça. Mais oui. Mais c'est une maison, c'est un nom et on est déjà en train de travailler dessus. Maintenant, l'ampleur, c'est l'ampleur qui va faire la chose dans 5 ans. Je veux que ce soit comme ça. Je veux que le Bénin soit, qu'on ne soit plus perdu dans les termes, qu'on sache que c'est un travail, c'est un métier, qu'il y ait une maison, qu'il y ait même peut-être une école pour ça, en fait. C'est que la maison devient avec le temps une école de création de contenu, de médias, de gestion de pages, comment, tous les nouveaux termes, gestionnaire de pages, Content manager. content manager, Ouais. voilà, il y ait une maison où tu sais que si c'est ce que tu veux faire, Ouais. tu te peux faire. apprendre là-bas. Ouais. Tu peux travailler là-bas, Mhm. tu auras des marchés, on aura notre pourcentage, on verra comment on gère le truc. Tu peux te former là-bas, tu peux travailler là-bas. Il y a quelque part où on sait que voilà, c'est la maison des médias, quoi. Et par rapport à ton objectif paradoxal de la go costard cravate dans son building et la maman au foyer, etc. Voilà. En vrai, je pense que ça revient aux questions existentielles qu'on a De la dont femme, tu hein. parlais tout à l'heure. Je me dis, c'est clairement très difficile de concilier les deux en même temps. Mais comme tu as expliqué tout à l'heure à Femi, ce que tu fais maintenant, c'est ce qui va compter pour plus tard. Donc, si tu n'y arrives pas tout de suite, la Eva Schmutz qu'on aura dans 5 ans sera peut-être quelqu'un qui va pouvoir se permettre, si on veut, d'avoir plus de temps libre, d'avoir un vrai week-end. Peut-être. Peut-être, mais tu sais, comme on dit, c'est à double tranchant. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas le choix. Parce que malheureusement, dans ça, si je décide d'arrêter, ce n'est plus la même Eva Schmutz que tu auras dans 5 ans, malheureusement. Ouais. Parce que
Quand il faut être dans le game, dans ça là, tu dois toujours être là. Pas forcément, tu es toujours toi-même, mais tu dois être présente. Si tu décides d'arrêter et tu reviens, tu peux reconstruire ça. Mais malheureusement, tu n'es plus, tu gardes juste ton antérieur. Ah, c'est elle qui avait compté. Je ne veux pas ça. Je veux toujours qu'on dise, ah, mais elle est toujours là. Je sais ce qu'elle a fait. Si tu vas sur sa page, je sais qu'il y a 2 semaines, j'étais peut-être à Porto, j'ai eu une interview avec Mylène, j'ai suivi ça. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est à double tranchant. Ouais. Tu es dedans, tu es dedans. Tu peux pas sortir. Si c'est que tu sors, faut savoir que tu perds au moins 3 ans de travail. Non, tu peux toujours être dedans et être toujours la femme au foyer, mais c'est deux aspects différents. Dans 5 ans, si c'est que ma vie me mène à une grande maison, j'aurai toujours ma création de contenu, j'aurai toujours mon équipe, mais c'est plus soft. J'aurai une vie plus, tu me verras plus comme maintenant la femme au foyer, mais toujours créatrice de contenu. Les questions que tu vas me poser, c'est comment tu arrives maintenant à gérer ta famille, comment ta famille s'habitue au fait que tu es tout le temps sur les réseaux, comment vous faites pour sortir. Mais c'est que je décide d'être de l'autre côté, tu vas pas me poser les mêmes questions. Tu vas me poser des questions comme comment tu fais pour ne pas avoir de famille, comment tu arrives à gérer le fait d'être tout le temps en haut, comment tu fais pour être entre 2 avions, comment tu fais. Tu vois, les questions vont juste changer. Le budget va peut-être changer, mais je dois toujours être présente sur les réseaux. Ça, il n'y a pas en fait de stop, à moins que je décide vraiment d'arrêter en fait. Très bien. La deuxième question, c'est une question presque un peu intrusive. Dis-moi. Excuse-moi. Non, vas-y. Est-ce que tu as pensé le faire ou est-ce que tu consultes un psychologue? Parce que je me dis, c'est pas normal que tu gères ça seul. Oui, Tout ce que tout ce que tu as dit aujourd'hui, oui, il faudrait vraiment que tu sois accompagné. oui, je suis Donc, d'accord. est-ce que Et tu le donc, est-ce fais? que je suis un Oui. psychologue? Donc, oui, j'ai suivi un psychologue pendant un petit temps. J'ai eu du mal avec, déjà moi-même personnellement, à trouver. C'est très, déjà culturellement, ici, on sait que c'est très tabou. En fait, de base, je n'ai aucune honte à dire que des fois, ça ne va pas. Franchement, et je pense que mon père qui est là, Dieu merci, il était là. Parce que si c'est qu'il n'était pas là, les choses que j'ai eu à vivre ces derniers jours, j'aurais pas pu supporter ça en fait. Et je pense que lui-même se rend compte de tous les jours de comment ça se passe. Là, je cherche un psychologue. J'ai un rendez-vous là tout à l'heure à 17h en appel vidéo avec un psychologue. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de honte à être suivi. Il n'y a pas de honte à dire que ça ne va pas. Et c'est pas seulement du côté création de contenu. Mon boulot même en soi, l'hôtellerie, c'est stressant, c'est émotionnellement drainant. Quand tu es dans le service, tu te sacrifies, tu as des clients irrespectueux, tu as des clients impolis, et tu dois sourire. Tous les jours, tu ne peux pas te permettre, quand tu es dans un milieu où tu ne peux pas te permettre de te montrer tel que tu es dans la tête là, ça ne va pas, ça ne va jamais aller. Donc, il faut déjà accepter qu'on peut être suivi. Il n'y a pas de honte à ça. Et oui, je suis suivie. Je veux être suivie. Je cherche des psychologues. Je n'ai peut-être pas posé ça en gros comme ça parce qu'il y a toujours le côté où je suis une image, j'ai peur. En vrai, il faut dire la vérité, j'ai peur de dire que j'ai besoin de ça. C'est pourquoi j'ai pas demandé au grand monde, vous avez des contacts, si, ça. Mais je le fais. Je le fais en interne. À un moment, quand je serai confortable avec, je vais en parler. Je vais montrer comment, quand j'ai trouvé quelqu'un de vraiment stable, avec qui je dis que voilà, je suis quelqu'un, je pourrais en parler. Mais oui. Ok, super, je suis contente pour toi. Et je pense que ça va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs dans 5 ans. J'espère. Ouais. Parce que vraiment, tu sais, là, je me retrouve dans la phase où je suis perdue. Je ne sais pas exactement ce que je veux, comment gérer tout ça. C'est lourd, c'est lourd. J'ai confiance en toi. Merci. J'ai beaucoup aimé le fait que des gens autres que moi aient posé des questions. J'ai trouvé que c'était des questions hyper pertinentes. Et la dernière que j'ai pour toi, moi, de mon côté, c'est déjà 3 questions, mais je l'appelle une question à 3 têtes. D'accord? La première, c'est l'outil qui a explosé ta productivité. La seconde, c'est la phrase qu'on t'a dite qui t'a marqué professionnellement ou personnellement. Et la dernière, le livre ou la ressource que tu penses que tout le monde devrait lire. D'accord. Première question. Pour revenir. L'outil qui a explosé ta créativité. L'outil, je dirais que c'est le téléphone. Vraiment. Enfin, tu parles d'outils matériels. Ça peut être un outil, une application, n'importe quoi.
Alors, deux choses pour moi. Le téléphone portable pour ma création. En fait, j'ai jamais eu d'ordinateur. Je travaille pas sur ordinateur. Je fais tout sur mon téléphone. Donc, sans ça, je peux même pas fonctionner, en fait. Même si j'ai d'autres trucs, caméra et autres, si j'ai pas le téléphone, ça passe pas pour moi. Je me suis habituée à ça. Le deuxième outil, c'est Christin. C'est toujours se munir de quelqu'un. On peut jamais tout faire tout seul. Même si on commence, mon rock, c'est Christin. Donc, j'ai mon téléphone et j'ai Christin. C'est ces deux personnes-là qui font celle que je suis aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'était la C'était la phrase qui m'a le phrase. plus marquée. Tu n'es pas celle, quand je t'ai connue et que j'ai voulu être avec toi, tu n'es pas celle que j'espérais sur le temps, avec le temps. Plus le temps passait, plus tu n'étais plus la personne que j'idéalisais sur les réseaux sociaux. Ça m'a, franchement, ouf, ça m'a fait me repenser, me dire, mais je suis quoi? Et tout. Et On en vraiment. a parlé. La troisième chose, je ne lis pas beaucoup, j'avoue. Franchement, je ne sais même pas en fait d'où me vient la... Parce que je t'admire, hein, tu lis beaucoup, je me suis dit, j'ai essayé, vraiment, c'est pas pour moi. Je lis les trucs érotiques, ça c'est tout, c'est tout. Mais en termes pour recalibrer ça, par contre, je dirais que ce n'est vraiment de ne pas se fermer. Je remplace les livres par l'expérience de tous les jours, par tout le monde que je rencontre. Toutes les personnes que je rencontre en soi sont des livres, en fait. Tu vois, je ne lis pas, mais j'absorbe de la connaissance des gens, de la manière de leur manière de penser, leur manière de réfléchir. Et dans ça, c'est dans le quotidien. C'est d'être ouvert, c'est de parler, c'est de faire des choses, c'est de suivre des choses, c'est d'aller à des meetings qu'on te dit, par exemple, va et t'as pas envie, tu y vas, tu apprends forcément quelque chose. Donc je remplace les livres par les hommes, par les humains, par les rencontres. J'adore ta réponse parce que tu sais ce que tu viens de dire, le fait de dire toi tu lis. Moi, il est arrivé des périodes où je ne lisais pas du tout et d'ailleurs que j'avais cette idée que la lecture était le seul moyen d'apprendre. Et dans cette période, j'ai appris justement d'autres manières de pouvoir comprendre le monde autour de soi. Par exemple, moi, je consomme pas beaucoup de documentaires. J'admire les personnes qui arrivent à suivre les documentaires, mais il faut vraiment que je m'efforce pour suivre. J'ai appris à écouter les gens. Quand je fais des conversations comme ça, c'est que ma manière d'apprendre aussi. J'aime beaucoup écouter les gens. J'aime aussi observer la nature. Étrangement, je trouve que beaucoup de situations que nous vivons en tant qu'êtres humains se retrouvent aussi dans la manière dont, je sais pas, la poule prend soin de ses poussins, dans D'accord? la manière dont l'oiseau se lève chaque matin. Moi, il y a un oiseau chaque matin, depuis que je suis à Cotonou, qui vient taper sur ma vitre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'admire sa persistance. Non, je suis d'accord. Tu sais, il y a une anecdote, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais voyagé. Oh ouais, j'ai jamais voyagé. C'est en fait, c'est le truc que quand on rentre dans la discussion, je dis ça là, c'est les gens sont toujours genre, quoi? Hein? Non, je suis jamais allée dans l'aéroport. J'ai dit aéroport, je suis jamais entrée dedans. Et comment tu fais pour parler plusieurs langues? C'est les gens, c'est la culture, c'est le fait de toujours être dehors, de toujours essayer de rencontrer des gens. En fait, tu pioches la culture par d'autres personnes. Et le fait de ne pas voyager, le fait de ne pas être éduqué, je trouve que ce n'est pas une excuse pour ne pas être ouvert et pouvoir avoir une discussion intellectuelle avec une autre personne. Si tu le veux, forcément, tu pioches d'autres. Enfin, tu prends. Tu sais, Eva, je pense que tu l'es déjà, mais je pense que tu seras une femme d'affaires très prospère. Ah, j'espère. Non, c'est pas une espérance L'argent, pour moi. pas le choix, les perruques, c'est cher. Non, tu auras toutes les perruques que tu veux. Mais surtout, ce que j'admire chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui, enfin, c'est comme si tu mettais en tort tous les préjugés que les gens pouvaient avoir sur toi. C'est-à-dire que même leur existence ou leur non-existence ne t'empêche pas de faire ce que tu veux. Et c'est ça que j'admire. Et c'est cette qualité-là qu'il faut pour pouvoir avancer dans la vie. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas posé cette question parce que maintenant que tu en parles, tu parles combien de langues? 6. Six. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a le pidgin, parce que j'estime que c'est une langue à part. Il y a l'allemand de mon père, il y a le fon que j'ai appris au Bénin, il y a le ibo de ma mère, il y a l'espagnol que j'ai fait un peu à l'école. Donc, mais je ne mets pas le 7 là parce que c'est pas. Je peux comprendre, mais C'est la un bibliothèque. poquito, j'ai tout oublié. Mais quand quelqu'un parle, je peux comprendre ce qu'il dit, donc il faut juste que je me. Mais j'ai fait l'espagnol à l'école. Qu'est-ce que je ne t'ai pas posé comme question? Maman, on m'a déjà demandé quand la dernière fois tu as Mougou. Je sais pas.
Quand on me pose des questions, vraiment, je me dis, mais attends, je suis un être humain, tu sais, je vis. Mais je peux pas te dire ça quand même, on est public. Mais mon frère, calme-toi. Hein. Ok. On m'a déjà... Il y a de tout, crois-moi. Ok, bon, écoute, je ne pense pas que je vais te poser, je pense pas pouvoir poser cette question à quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Un truc que tu m'as pas demandé, que souvent dans les questions de création de contenu qui n'est pas revenu, qui m'a étonnée, c'est, tu sais, il y a toujours cette question qu'on me demande, mais comment tu gères le côté négatif des gens, les insultes des gens, les gens, les haters, les trucs comme ça. Tu m'as pas demandé ça, ça m'a étonnée. C'est étrange parce que ça ne m'a pas semblé pertinent. Ouais, Tu c'est la vois. première fois que ça c'est venu quand on me parle de ça en fait. J'en ai pas en fait, j'ai jamais. Quand on me demande comment tu gères, je gère pas parce que bizarrement de mon style de vie, il y a rien qui va créer des haters. Donc je ne vois pas. Tu peux hater quoi? Que je suis un tricycle, mon frère. Je sais pas en fait. Tu veux hater quoi? Si tu hates là, c'est que toi-même ça ne va pas dans ton quotidien. Tu dois suivre quelque chose. Ça va pas. Mais tu sais, de toute façon, dans la vie, tu auras toujours des gens qui t'aiment et des gens qui ne t'aiment pas. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Le seul moment où je trouve que ça devient problématique, c'est lorsqu'il y a un groupe de personnes qui te harcèlent constamment. Oui. Par exemple, ce que Sexy m'invite. Oui, ça. Moi, j'ai estimé que c'était Ça, c'est de négatif. l'harcèlement, oui. Ouais. Mais voilà. Mais tu n'en es pas là. Non, franchement, j'ai jamais eu ce côté négatif que les gens parlent des réseaux, harcèlement et tout. Non, non du tout. Eva, merci beaucoup. Merci. Et à très vite sur Irao. Ciao.